Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat il faut être deux. Et bien pour une belle émission c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés. Comment ça va mon Seb? Ça va mon Lulu et toi? Écoute ça va, un petit point mode peut-être? Petit point mode? Ouais. Dernier blouson starter original de l'université de Purdue de 1991, assorti à une petite paire de Jordan. S'il te plaît, ici c'est Paname. Ouais. Faites speaker, ça paye vraiment très bien. Ah attention, c'est indécent. Ah oui, bah non oui. c'est indécent, Oui, c'est oui. indécent. Est-ce que fait notre invité ça paye bien aussi non? Non, ça pas paye trop mal. très bien. Ouais, très bien aussi. Mais tu vas nous le présenter. Il a le même prénom qu'un illustre chanteur. Il a les mêmes tatouages qu'un illustre chanteur. Mais il est beaucoup plus connu que cet illustre chanteur, Monsieur Johnny Frachet. Ah magnifique. Ça fait Ça va, plaisir. Johnny, tu vas Ça bien faisait longtemps. Installe-toi. Ah oui, un illustre chanteur. Johnny Hallyday, on a la petite musique là. Ah merde. Merci. On a choisi Qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Ah magnifique, ça va, c'est bien. Ouais, ça va. Ou les coups, elle était pas mal aussi. Les C'est coups. vrai, c'est vrai. Non mais Johnny qui fait partie des prénoms un peu beaufs, finalement. Tu peux. C'est vrai, c'est Toi vrai. t'es pas beauf, ça va. Ah non, Johnny, Non. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est vrai en plus. Ouais, non, c'est vrai. Autant il y en a, comme Oui. Mathieu la Voilà, semaine dernière, Mathieu, Daniel, qui voilà, on en qui a. l'assume, mais non, Johnny pas du tout. Alors, ça nous fait plaisir de t'avoir ici, Johnny. Je te présente rapidement. Tu as eu 42 ans récemment, Ouais. le 30 octobre. Ouais. Voilà. Tu es un ancien combattant professionnel, surnommé le Phénix. Tu as plus de 33 combats sur Tapology, mais tu en as fait un peu plus quand même dans ta carrière. Tu as référencé sur Tapology à 20 victoires et 13 défaites. Et tu es le fondateur et la tête pensante de l'US Metro. Bisous. Pas le fondateur c'est Diego Rodriguez. Moi, je suis un des head coach. D'accord. C'est important. Un des head coach, mais tu fais beaucoup de choses là-bas, évidemment, Johnny. Comment ça va du coup? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Ouais. Quel plaisir. Quel plaisir. Ah bah clairement. On dit se voit à peu près hein. 2 fois par mois, avec moi avec Johnny. J'ai Ouais. dit putain, merde, quand est-ce que je suis dans l'émission? Ah ouais, normal. Ah oui. Non, mais c'est vrai que c'est une des figures du MMA français aussi. Avec Là, depuis une le des début. salles les plus réputées de France. Ouais, et puis surtout combattant depuis le début, Johnny. Voilà, j'ai des souvenirs de 2007. C'était ça hein? Ouais, même avant. j'ai Avant, commencé il y avait déjà des combats avant. C'est en 2000, mais Ouais. il y avait des combats avant, mais ouais. Mais en France, ouais, et puis très actif au sein de la fédération. Ça fait partie d'un des piliers du MMA en France. Et le MMA en France est légalisé aussi grâce à Johnny, au boulot qu'ils ont fourni. Avec Lionel. C'est tout important, ça, ouais. ouais. Ah, il y a Ça, du monde c'est- derrière. Non, mais c'est vrai que tu es connu en France, tu es connu aussi mondialement, j'ai envie de dire, parce que tu as réussi à développer une marque à toi tout seul, avec une égérie assez exceptionnelle. Donc on va regarder un peu quelques produits issus de la marque Johnny Frachet. Un magnifique bob, voilà, une chemise pour l'été, c'est pas trop mal aussi, et puis une peluche pour les enfants, voilà. Donc Collection évidemment, hiver-été, voilà. Alexandra Tekena, faut quand même beaucoup de second degré et d'humour pour accepter ça, Johnny. Ah bah en fait, je sais pas, à chaque fois, c'est une surprise. Ah oui, d'accord. Et en fait, comme elle a vu que j'étais très gêné parce que j'aime bien être un peu en retrait Ouais. et tout ça, et bah, à chaque fois, elle surenchérit, mais c'est marrant. Ouais. C'est marrant. C'est une belle J'ai hâte- complicité. J'ai hein. hâte de voir. C'est janvier qu'elle combat, Alexandra. Ouais, non c'est janvier, J'ai hâte de ouais. voir ce qu'elle va Ouais. préparer. Elle te dit rien du tout, il n'y a pas un indice, un truc. Ah non, non, non. Et les gens autour de moi savent, comme elle connaît ma femme, elle sait et tout, elle commande les trucs en avance et tout, puis Incroyable. à chaque fois, il y a une nouvelle... Ouais, mais bon, après, on se prend au jeu, c'est marrant. Moi, Ah j'aime oui. bien, Ah, c'est c'est cool. chouette. Ouais. Il y a une belle complicité avec Alexandra Tekena, on l'a reçue ici, elle a beaucoup parlé de toi. Tu peux nous parler un peu de tout ça, du lien que tu as avec elle? Ah oui, oui. Alors, en fait, Alex, je l'ai connu au NR Fight. Et elle a fait son premier combat professionnel. Je l'ai accompagné. Et puis, sur le temps, le travail ensemble. Et puis, il y a une complicité qui se crée. Puis, on a il y a des affinités, tout ça. On a un peu le même type d'humour et tout. Et voilà, quoi. C'est ça. Certains élèves, c'est différent. Mais elle, c'est une amie, quoi. Vraiment. Tu l'accompagnes dans la cage, mais il y a quelques années, c'était toi qui te trouvais dans la cage, Johnny. Bon, c'était une autre époque, évidemment, le MMA n'était pas légal, c'était beaucoup moins médiatisé, c'était d'autres types aussi de combattants. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ta période de combattant professionnel, Johnny? C'était quand même difficile. C'était Ouais. difficile à notre époque parce que tu combattais mais personne ne te voyait. Ouais. Et du coup, c'est vraiment différent. Je pense que c'est assez différent dans le sens où maintenant, tu combats parce que tu as envie aussi que les gens te reconnaissent en tant que combattant.
tu es sûr que sur les réseaux sociaux, les gens te suivent et tout. Donc, tu as un engouement qui est différent, qui te donne une énergie, qui te donne envie de te dépasser différemment. Mais avant, c'était vraiment, il y avait vraiment le côté, je ne dis pas qu'il n'est pas présent maintenant, mais en tout cas, le côté un peu budo, le côté martial. Et nous, Seb, il confirmera, c'était vraiment le côté un peu Bloodsport. Ouais. On va se mesurer à d'autres arts martiaux, on veut se tester, on veut savoir qui on est, et puis on s'en foutait, catégorie ou pas, on combat partout. Moi, j'ai combattu, je crois, dans 3 ou 4 catégories différentes, ouais. Et on y allait, on ne choisissait pas nos adversaires. Ouais. Et un truc vraiment différent, c'est qu'on ne connaissait pas, il n'y avait pas trop YouTube encore, il n'y avait pas tous les adversaires. Non, il n'y avait pas tout ça. Donc, tu arrivais, tu ne savais pas qui t'affrontait, c'était un tête-à-tête, en fait, organisé sur un ring ou dans une cage. Donc, c'était ça, mais quand même, on commençait à avoir une méthode, par exemple, avec Jean-Marie Mercier, une pensée pour lui, et Loïc Pora et tout ça, il y avait quand même un début de réflexion, d'adaptation, de stratégie et tout. Donc, il ne faut pas dénigrer non plus cette époque qui, à son échelle, a apporté quelque chose de fort et une grosse base au MMA français. C'était les prémices. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Et c'était le bouche à oreille. Tu sais, alors, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais quand tu allais après dans différentes réunions, que ce soit même en pied-point, tu savais... Tu connaissais les noms. Hey, t'as vu, lui, il a combattu là, au Tour de Hollande, il a combattu là. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Mais le bouche à oreille était très puissant. Ouais. Et malgré tout, dans le milieu, parce que ça reste dans notre milieu, tu étais reconnu dans le milieu. Ouais. Il n'y avait pas encore cette médiatisation. Mais il y avait cette reconnaissance de tes pairs qui est pour moi, je pense, la plus importante. Et on savait que, oh, putain, il a combattu là, il a gagné. Et encore, il n'y avait même pas victoire ou défaite, t'en foutais. C'était il y a été, il a combattu. Il a combattu, voilà. Ok. Et c'était incroyable, effectivement, tu ne savais pas sur qui tu allais tomber, la catégorie de poids que tu allais... Tu ne savais pas. Mais c'est ça qui était incroyable. Et c'était les débuts. C'était les tout débuts, mais t'en as souffert toi un peu justement de ce... Bon, Seb, tu l'as dit, il y avait une reconnaissance dans le milieu, mais pas une reconnaissance du grand public. Parce que toi, quand tu étais dans ta carrière de combattant, ça a pu être... Voilà, quelque chose qui a été difficile à encaisser. Est-ce que tu aurais aimé être plus reconnu Non, parce que ma personnalité, elle ne va pas forcément dans ce sens-là. Moi, j'aime bien travailler. Et puis, si les gens reconnaissent mon travail et la qualité de ce que je fais, je pense que c'est top. J'ai gardé ce côté un peu martial qui existe encore maintenant. Je pense qu'on y revient. Maintenant, je pense qu'on y revient. La courbe, la fameuse courbe de on connaît. Au début, on s'oppose. Puis après, on va dans le sens. Puis après, il y a une acceptation et tout. Je pense qu'on arrive un peu là-dessus sur le MMA. Mais pour moi, non, c'était plus au niveau des infrastructures et des entraîneurs. Il fallait qu'on aille à gauche, à droite, faire de la lutte. Mais le gars de la lutte, il ne connaissait pas bien le MMA. L'entraîneur de pied-point, il donnait des cours de pied-point, pas forcément adaptés aux petits gants, à la cage, tout ça. Du coup, c'était un peu différent. Mais c'était bien. Et ce côté vintage, moi, avec le recul, j'aimais bien parce que ça a créé des coachs qui avaient des combattants qui ont une vraie compréhension du game, une vraie compréhension parce qu'ils ont fait ce chemin, ils ont dû adapter, nous avons dû adapter les techniques et tout ça, la tactique, la stratégie, on a dû, et puis ce côté route aussi, de se dire, si demain je dois combattre, j'y vais, quoi. Et ça, c'est un peu différent. Moi, j'aime bien. C'est différent maintenant. Le niveau est plus haut, certes, technique et tout, mais ce côté rustique, il me manque un petit peu. Et c'est ce côté rustique qui a fait que tous ces anciens combattants qui sont pour la plupart devenus coachs ont, comme tu le disais, cette approche du MMA. Eux, ils ont une vision parce qu'ils étaient là au début. Et donc, ils ont tout à apporter. Et comme tu disais, le côté vintage, il est hyper important pour justement l'évolution du MMA actuel. Sans ça, on serait encore en retard. Si on n'avait pas eu tous ces mecs-là, tous ces pionniers du MMA, on n'avancerait pas aussi vite. Et Johnny en fait partie, Lolo en fait partie, il y en a plein, Cyril en fait partie. Et c'est une force parce que maintenant, on a un vivier de combattants en France. On n'a rien à envier même aux États-Unis, à toutes les grandes nations. Parce qu'on l'a connu alors qu'il n'était pas légalisé et on œuvrait pour ça. Parce qu'on avait toujours cette optique de légalisation. Un jour, on y sera, un jour, ça sera légalisé. Et on était préparé. Alors, les infrastructures n'étaient pas les mêmes, mais ça a forgé un caractère incroyable à ces gars-là parce qu'ils se sont entraînés. Moi, je les ai vus, les conditions à haute tension. Il n'y avait rien. Il y avait un sac, les paos, le sol, les tapis, c'était dur comme ça. Mais voilà, ces mecs-là ont charbonné pour les autres et ont ouvert la voie. Voilà. On va pas faire les vieux cons sur le plateau. Si, je suis un vieux con. Moi, je suis jeune que vous, mais est-ce qu'il y a des trucs qui te manquent, que tu as pu vivre, toi, tu vois, quand tu étais combattant, quand tu étais un peu plus jeune, qui maintenant te manquent, que tu retrouves plus forcément chez les combattants actuels?
Alors moi, je suis très dans l'évolution. J'aime bien le côté martial à titre personnel, mais je ne l'impose pas du tout dans mon équipe ou aux élèves et tout ça. Je laisse chacun agir comme il veut et tout. Mais c'est vrai qu'avant, nous, on avait le truc d'équipe. On défendait un dojo, on défendait une équipe, et puis tu voulais rendre fier ton maître, tu sais. Donc ça peut paraître, excuse-moi, je ne voulais pas faire le vieux con, mais on avait ce côté-là, tu sais. Tu trouves que ça se perd, ça? Non, c'est pas que ça se perd, mais c'est différent maintenant. Je trouve que c'est un peu plus personnel. Ça dépend. Encore, il y a plus. Après, le truc, c'est que j'aime à dire que les amateurs pratiquent un MMA qui est un sport d'équipe, et les professionnels pratiquent un MMA qui est personnel. C'est-à-dire que l'amateur, il suit le flow du club. Et on voit au championnat du monde et tout. Et pourtant, le niveau est très élevé. Mais le professionnel, cette fois, plus il avance dans sa carrière, plus il recrute, il engage des intervenants, des coachs, un head coach, des nutritionnistes et tout. Et c'est plus des personnes qui vont, des auto-entrepreneurs en fait. Je te paye et puis tu remplis un service. C'est plus ça, quoi. Du coup, on perd un petit peu ce côté-là, mais par contre, le niveau augmente. Donc ça, c'est top. Mais un truc qui me manque, on en parlait en off, c'est le Pride. Les entrées du Pride, cette énergie et tout avec les tambours et tout. C'était vraiment bien ça. Le Japon, l'énergie un peu japonaise de samouraï, du Pride, où le public, il n'y a pas un mot dans la salle. Et puis quand il y a une clé de bras ou quelqu'un qui sort un tout petit truc, il sort d'une clé de bras, c'est un micro-mouvement. Tellement ils sont connaisseurs. Ça fait, oh Et nous, on adorait ça. C'était incroyable. Et aussi, le côté rarification. C'est-à-dire qu'avant, je me souviens, il y a un moment, j'habitais au Brésil pendant un petit peu de temps. Et à chaque fois qu'il y avait un Pride, on ne pouvait pas le retrouver tout de suite sur Internet. Et donc, on allait au marché un petit peu illégal de Rio, là. Et puis, j'ai acheté le DVD. Et après, je le regardais sur un lecteur DVD. Des fois, ça marchait pas et tout. Et tu avais ce côté, tu sais, un petit peu exceptionnel. Bon, après, maintenant, c'est beaucoup mieux parce que tu peux regarder du MMA. Tu as la connaissance. Tout le monde a à peu près il suffit d'avoir une connexion Internet. Et puis, tout le monde a à peu près le même accès à la connaissance. Mais ce côté un petit peu mérité, tu vois, un petit peu le sport d'initié, il fallait aller chercher le truc. Ça, j'aimais bien. Et le côté, les entrées du Pride, ça manque. Ça, c'était, si les gens qui regardent ne connaissent pas, il faut regarder les entrées de Genki Sudo ou de Mirko Cro Cop contre Vanderlei. Phénoménal. C'est impressionnant. C'est vrai qu'avant, c'était un peu plus sélectif, entre guillemets. Tu vois, maintenant, il y a énormément de monde qui s'intéresse au MMA, ce qui est positif aussi. C'est bien aussi, mais il y en a tous les week-ends et tu as 2 événements, des fois, par week-end. Et comme disait Johnny, c'est vrai que ce côté un peu je respecte le sensei, je respecte l'équipe. Alors, chez les amateurs, oui, effectivement. Les amateurs, tu l'as. Chez les amateurs. Mais chez les pros, tu as raison, à part quelques exceptions et quelques teams qui arrivent. Mais sinon, c'est un sport individuel, mais avant aussi. Mais on avait ce truc, t'as poussé la première porte de la salle que t'as poussée, je prends toujours haute tension en exemple, bah tu restes là-bas. Et t'as ton coach, et puis tu restes avec ton coach. Voilà, le fait que ça soit aussi un peu plus professionnalisé, t'as d'autres enjeux. Tu vois. Voilà, et puis que maintenant, j'ai l'impression qu'un combattant, quand il perd une fois, c'est la fin du monde. Donc toute la faute, c'est sur l'équipe qui m'a entraîné. Au lieu de te remettre en question, t'es un sportif, tu perds, tu gagnes. Moi, je pense que tu progresses avec l'équipe avec laquelle tu es. C'est elle qui te connaît par cœur, qui va te faire monter. Tu prends une défaite, tu t'en vas, ça n'a pas de sens. À mon avis, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est ça. Souvent, ce que j'essaye de... C'est marrant ce matin aux différents combattants. Je leur ai fait un petit 2 fois par semaine, je les prends après, puis on parle un petit peu et tout. Et j'aime pas du tout avoir l'aspect gourou, tu sais, être au-dessus. Même si j'aime bien cette phase, ce respect, etc. J'ai pas du tout une approche pyramidale où le coach est au-dessus. C'est plutôt, on est au milieu, je suis copilote. Les différents coachs le sont. Diego Rodriguez, qui est aussi l'autre coach, head coach de la salle. On est comme ça, c'est-à-dire que, en tout cas, je pense qu'on va insuffler, on va poser des questions, on va donner des outils. On va donner des exemples de réponses et après, c'est à vous de jouer, les gars. Et du coup, je pense que responsabiliser le combattant, c'est important. Mais même très tôt, même quand il n'a pas toutes les bases, le responsabiliser, le dire, dans la cage, on est là, on va te parler, mais on est copilote, c'est toi le pilote. C'est bien, ça le met en... J'aime bien cette approche-là. Et aussi, j'essaie de garder le côté un peu artiste. Je leur dis, vous n'êtes pas des artisans, c'est pas je vous donne des clés et puis vous utilisez à ma manière. Non,
je vous les donne, mais après, vous avez créé. Si tu as envie de faire un coup de pied retourné, avoir la garde basse comme ça, ou faire une autre clé différemment et tout, vas-y, fonce. Si ça marche, ça marche. De liberté. Quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, ils ont les bases et tout. Et puis après, on développe. Et j'aime dépasser ce côté ancré, j'aime qui s'exprime à travers l'art martial, à travers le MMA. J'aime beaucoup ça parce que ça crée des combattants différents. Ouais. J'essaye de faire en sorte qu'à l'US Metro, les combats, il n'y a pas un style US Metro. Ouais. J'essaye que chacun ait son propre style et sa propre manière de s'exprimer. Ça, pour moi, du coup, ça me permet de faire un pont avec le passé tout en utilisant des méthodes modernes. Je le dis souvent, c'est valeurs anciennes, méthodes modernes, le club. Et c'est pas facile à faire ça quand même, parce que je me dis, tu vois, tu as aussi certains profils de combattants, de combattantes qui sont vachement dans le truc, on me dit, j'applique. Ouais, exactement. Comment toi tu arrives avec ce type de combattant ou de combattante-là à inverser un peu la chose et à les emmener dans ce processus de co-construction finalement? C'est une excellente question. Franchement, c'est non, essaye, hein, c'est une excellente question. Non, mais c'est pour ça que je le remarque aussi. Mais c'est bien. C'est rare. Et c'est ça, son humilité, ça. Voilà. C'est ça qui fait de toi quelqu'un de particulier. Voilà, exactement. Donc réponse à... Allez, recommence. Ah non, mais attends, je peux pas le faire deux fois. Je l'ai sorti, c'est un one shot, c'est comme ça. Ça vient, c'est un éclair de génie. C'est comme le pain perdu, c'est pareil. Exactement. Mais voilà, perdu, tu peux peut-être la refaire en direct. Ouais, parce qu'il est aussi beau que du pain. Du pain perdu. Voilà. Oui, voilà. Ouais, mais dit comme ça n'a pas le même impact que tout à l'heure. C'est pas... Non. Ça prend la même patine, c'était dans le moment présent. Voilà, réponse à mon excellente question. Je me pose toujours la question. Tu vois, je pense que ça dépend des combattants, ça dépend du moment, ça dépend du jour, ça dépend de plein de trucs, tu vois. Et la communication et le fait d'être dans le move tout le temps, de coacher, d'aller même dans les événements plus petits, tu vois, d'aller même sur des combats où ça va être difficile et le gars, il n'est pas forcément connu et il va perdre et puis tu es avec lui dans cette difficulté et tout. Ça forge le combattant, mais ça forge le coach aussi, l'encadrant. Et je pense que ça, c'est important. Mais ça forge comment? C'est parce que ça te donne les mots, la sensibilité de t'adapter à chacun. Et moi, ça me tient vraiment à cœur. Parce qu'au final, quand tu arrêtes ta carrière et tout, là, c'est bien, tu es à l'UFC, tu es au PFL et tout ça. Mais ce qui reste, c'est ça. C'est, hey, tu te souviens, on était sur l'événement et tout. Ouais. Il reste que ça. Parce qu'un jour, les gens ils vont oublier que tu étais combattant. Tu vois, et qu'est-ce qui va rester, c'est ce rapport et tout. Et au final, c'est le truc qui alimente la performance. Ça alimente aussi un club, ça alimente ton histoire. Et c'est ce qui va faire que tu es fier de toi le jour où tu arrêtes ta carrière. Parce que tes ceintures, elles vont finir au placard. Oui, bien sûr. Ouais. Par contre, comment tu as traité les gens et les petites anecdotes que tu as avec tes coachs, tes potes, tes adversaires et tout, ça va rester à vie. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense aussi que ça alimente le coach. Ça fait progresser le coach parce que je me dis, tu as un combattant, toi tu lui dis un truc, il te dit attends Johnny, là-dessus moi je vois plus comme ça, mais toi aussi ça t'enrichit finalement. Ah ouais, effectivement, oui. J'ai coutume de dire que j'apprends beaucoup plus de mes élèves que moi j'apprends, que moi je leur enseigne. Franchement, chaque jour j'apprends. Je regarde, que ça soit techniquement, que ça soit humainement, que ça soit sur plein de trucs, tu vois, tu te dis ah ouais putain. Pas mal, hein, ça, ce qui se fait. C'est pas le discours de tous les coachs, ça. Il faut avoir beaucoup de recul, hein, parce que tu as beaucoup de coachs qui vont te dire non, tu fais ce que je te dis. Bah oui, qui sont dans tu m'écoutes, qui sont dans la. Voilà. Et c'est une très belle approche. C'est une très belle approche parce qu'effectivement, tu apprends aussi bien des jeunes que des plus anciens, tu apprends de tes élèves, et tu te nourris de ça. Et en fait, les résultats sont là. Et au-delà même des résultats, si des fois les performances ne sont pas au rendez-vous, humainement, il n'y a pas mieux. C'est ça, ça fait vibrer. Il n'y a pas mieux. Tu sais, quand tu arrêtes ta carrière, tu combats plus ou tout, c'est quand même, tu as cette adrénaline ou voire cette dopamine, tu vois, des fois, qui est là et qui te donne envie d'avancer, de revivre ces situations-là. Bien sûr, dans la victoire, autant que faire se peut. Mais après, quand tu es coach, tu vas vers ça. Mais ce n'est pas ton objectif principal, mais tu te nourris aussi de ces émotions, tu te nourris de ça, tu vois. Et ça doit te construire et tu dois apprendre aussi aux combattants à ne pas subir ça et à se construire à travers ce truc-là. Par exemple, un combattant qui perd un combat et qui a donné 100% au début, il va passer par une phase d'autodestruction pratiquement, ou pas d'autodestruction, mais plus il va s'autoflageller, ah, j'aurais dû faire ça. Après, certains, ah, on aurait dû faire ça, c'est à cause de l'équipe et tout. Et puis après, il apprend à utiliser ça. Ah, mais peut-être en fait que ça va m'apprendre beaucoup de choses et puis je vais progresser, que ça soit psychologiquement, mais que ça soit aussi en termes de technique et tout. Donc, au final, victoire comme défaite, tu avances. C'est un peu un truc qu'on dit souvent, mais c'est très vrai. C'est très vrai. Et en tant qu'individu, c'est un peu un chemin initiatique, le MMA. Tu sais,
t'évolues à chaque combat. Et puis, si vraiment, sincèrement, tu essaies d'évoluer à chaque truc, tu sais, moi, je me souviens, un exemple, après un combat, je m'étais embrouillé grave avec un gars que j'aime beaucoup, David. 2007. Ouais, j'étais 2007, j'étais combat un jeune contre David con, tu Baron. vois, je perds le combat parce que j'ai cru que j'allais finir dans le premier round, j'avais fait une super... Et tu vois, après, je l'ai appelé des années après, je me suis excusé. Je me suis dit, ouais, j'ai été con et tout. Et tu vois, ce genre de truc-là, tu l'apprends que par l'erreur et que par le combat. Et puis, lui, comme il m'a répondu, c'est 2 combattants, c'est très intense, tu vois. Et il m'a dit, ouais, je te remercie de la démarche et tout ça. Et du coup, cette dose d'humilité et de courage à la fois, d'accepter son erreur et de la corriger, ça, c'est très important. Et surtout maintenant, de nos jours, c'est très important. Ah, ça, les mots sont tellement justes que, ouais, effectivement, c'est ça. Apprendre à dire merde, je me suis trompé. Oui, j'ai eu tort. Ce qui n'est pas facile, oui, dans la Mais vie en général. Hein. Mais au final, c'est d'une simplicité enfantine. C'est juste que tu as l'impression, quand tu dis j'ai eu tort, tu as l'impression de passer pour un faible. Non. Reconnaître qu'on a tort, c'est être quelqu'un de fort. C'est-à-dire que je suis capable de reconnaître que j'ai eu tort. Mais c'est très fort de faire ça. C'est très fort. Et c'est ce qui fait avancer. Et la démarche, elle est super. En plus, avec David, c'est un mec génial aussi, David Baron. Ouais. Et donc, du coup, voilà, tu te dis... Et puis, tu remets ça, c'est 2007, donc si tu vois, c'était... 2007, je spiquais le combat, c'est dans l'anecdote après. Ouais, bah oui, c'est vrai. Oui. Mais moi, je trouve ça super. Même si c'est quelques années après, mais il faut avoir. Et comme tu dis, il faut pouvoir le faire. Et tu vois ça, bon, là, on parle souvent du côté technique, mais je trouve que c'est important aussi de voir... je pense que c'est la prochaine étape du MMA, c'est de revenir à un aspect un peu martial. Et d'ailleurs, quand tu étudies les sciences de la performance, tu vois que la boucle, elle revient là-dessus. L'attitude, la personnalité, dédramatiser la victoire, mais aussi pas dévaloriser sa victoire, dédramatiser la défaite, mais surtout aussi donner de l'importance, fêter sa victoire, mais garder les pieds sur terre parce que tu sais que le MMA évolue. Et etc. Donc, cette attitude un peu qui se rapproche des valeurs anciennes, du budo, martial et tout, au final, elle n'est pas si ancienne que ça. Donc, tu vois, c'est pas si... mais c'est vrai, non, Tu parlais de ce combat en 2007. On voulait te parler d'un combat avec Seb qui a eu lieu 9 ans plus tard, 2016, contre Paddy Pimblett. Ah ouais. À Liverpool, donc chez lui en plus. On sait voilà, maintenant ce qu'il est devenu pas le meilleur à l'UFC. Ouais, mais justement, j'aimerais un peu que tu nous parles de ce combat. Lui, il était sur le début, toi un petit peu vers la fin. Comment tu t'es senti? Il y a tellement de choses à dire sur ce combat, c'est dingue. Il était jeune, 21 ans, il avait 21 ans. Ouais, il était 21 ans. Et puis, il avait 21 ans. Et moi, je m'étais un peu coupé d'Internet et tout ça. Et du coup, je m'entraînais. Et c'était assez difficile parce que... j'ai toujours eu ce côté très perfectionniste dans mes entraînements, mais peut-être un peu trop. Et du coup, ça me faisait tout corriger, tout remettre en question, etc., etc. Et du coup, je m'étais entraîné avec une équipe. J'ai essayé de faire un camp d'entraînement qui soit le mieux possible, mais à côté de ça, je taffais, etc. Et puis, même si je pense que le combat était arrêté un peu tôt, même si la dernière fois, j'avais revu le truc, je ne suis pas sûr. C'était mon ressenti dans le combat. Mais en toute humilité, je pense que ça pouvait être justifié. Donc voilà. Mais c'était compliqué et c'est pas forcément le côté. Dans ma tête, j'étais bien. Le rebond s'est bien passé. Le cutting s'est bien passé. La perte de poids. Les gens avec qui j'étais étaient très qualifiés. Maintenant, c'était peut-être à un moment de ma vie où ce qui était autour n'était pas forcément propice, un écosystème propice pour performer. Mon état d'esprit aussi. Et ce qui a été très, très dur, c'est tu te fais éteindre. Enfin, le combat s'arrête dans le premier round et que tout le monde est pour lui. Donc, toute l'énergie va pour lui. Tu as l'impression que ton âme, elle sort de ton corps, là. On la prend, on fait... et on l'envoie sur Mars et toi... Et tu as ton corps qui est là et tu sais plus où tu habites. Et tu es en auto... Et par contre, je rebondis, donc après les semaines d'après, c'est dur parce que tu dois retourner à la salle, tu as honte un peu, tu as perdu, puis en plus, moi je donnais des cours en même temps, donc devant tes élèves, tu es toujours là. Mais ce va-et-vient de victoire, défaite, victoire, 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 défaite, etc., il te construit parce qu'à chaque fois, tu vas te confronter non seulement au regard des autres, et là, laisse tomber, il y avait grave du monde à Liverpool. Chez lui, oui. Et tout, mais... il y avait aussi le truc de se confronter à soi-même. Et se dire, hey, mon pote, qu'est-ce que tu veux là? T'es un combattant ou t'es qui? Et
je dis souvent ça à mes élèves, ou en tout cas aux combattants que j'accompagne, quand ils perdent et quand ils gagnent aussi, je leur dis, le combat n'est pas fini maintenant. Parce que là, tu as perdu, mais il t'a battu physiquement. Ne laisse pas ton adversaire te battre mentalement. Ouais. Ne le laisse pas. Relève la tête, relève la tête. Et du coup, j'ai appris ça, de se relever tout le temps. Et ça, je pense que c'était bien. C'était une grosse expérience. Tu as une phase de down et après, tu remontes comme ça. Mais pour la vie de tous les jours, c'est incroyable. C'est un outil, c'est un entraînement de fou, quoi. C'est genre entraînement commando pour la vie de tous les jours. Tu sais. Et du coup, c'était bien. Mais bon, maintenant, on se voit, on se dit bonjour. Là, j'ai demandé pour que mes élèves aillent s'entraîner dans son club à Next Gen, à Liverpool. J'aimerais bien qu'il s'entraîne chez lui. Je crois que c'est Liverpool d'ailleurs, ou Manchester, je ne sais plus. C'est Liverpool. Il est de là-bas. Il est de là-bas. Ah, le club. Et du coup, non, on se voit de temps en temps sur les événements et tout. Bonne ambiance, tout va bien, quoi. Mais ouais, grosse avant, pendant et après, grosse épreuve qui était surmontée. Et est-ce que pendant, tu te dis direct quand tu es dans la cage avec lui, c'est un crack, c'est une future pépite Non. Tu penses pas à ça. En fait, souvent, je pense que j'avais une meilleure compréhension que mes capacités physiques et que mes entraînements. Donc, j'étais déjà un bon coach avant d'être un assez bon coach pour être… Voilà. Et j'avais une bonne compréhension du game, du jeu. Mais mon corps n'était pas encore prêt à ce que je mettais dans ma tête, tu vois. Et j'avais dans ma tête, c'était déjà, j'étais en mode Tesla et mon corps, c'était encore une locomotive. Donc, c'était un peu dur. Mais par contre, quand j'étais devant quelqu'un, tu m'enlèves les mots. Peu importe, même mon dernier combat, je savais que j'allais perdre parce que j'étais commotionné, je suis parti, j'ai fait un cutting, mon coach, il n'a pas pu venir, j'étais dans le sauna. Imagine, j'avais l'équipe de Khabib et moi, j'étais tout seul en train de perdre le poids comme ça, petit Français comme ça, dans le sauna chez eux, en Russie. Et dans ma tête, à aucun moment, c'est une connerie, hein, mais dans ma tête, je me suis dit, hey, je vais te buter, mon pote. Je meurs dans la cage, peut-être tu vas gagner, hein, mais à aucun moment, j'ai peur de toi. Et du coup, à aucun moment, je vais douter. Peut-être t'es meilleur, mais tu vas te souvenir de moi. Bon, là, c'était pas le cas avec Paddy ni mon dernier combat. Bah après, si, finalement, parce que maintenant, ouais. Mais en tout cas, le combat, mais vous êtes pas. Par rapport à toi-même, tu dis, même dans la difficulté, j'y étais, j'ai jamais dit non. Tu te mens pas. Tu te mens pas à toi-même. C'est-à-dire que, et quand tu parles aux gens, par exemple aux élèves et tout, j'ai un aplomb. Je sais que je peux parler. Ça veut dire que je te dis un truc. Peut-être que je n'étais pas le plus grand champion du monde, mais quand je te parle, j'ai eu tous les downs et des hauts qui étaient bien aussi. Et du coup, c'était important. En fait, je pense que ma carrière de combattant, elle m'a construit en tant que coach, fortement. Tu vois. Je rebondis, parce que ça, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'on a forcément besoin de passer par la case combattant pour être un bon coach dans le MMA? C'est pas toujours le cas dans d'autres sports, dans le foot, dans le basket. On a qui n'ont pas forcément été des. Alors, tous ont un peu pratiqué, mais un peu pratiqué. Ouais, certains n'ont pas été professionnels. Est-ce que dans le MMA, c'est différent ou c'est la même chose, Johnny? Cette question. Ouais, bah c'est encore une excellente question, monsieur. Je me le note quand même, parce que deux sur une émission, ça ne veut pas arriver souvent. Je te décerne l'ananas d'or. L'ananas d'or. C'est la première fois. Alors, j'ai réfléchi souvent à ça, tu vois, parce que quand tu veux, par exemple, travailler avec différents coachs ou voilà, tu as un exemple qui s'appelle d'un enseignant qui s'appelle John Danaher, qui était un pratiquant très bon, mais avec beaucoup de blessures et qui n'a jamais été un grand champion. Par contre, je pense que c'est le meilleur entraîneur pour l'instant de notre génération, si ce n'est plus, de grappling, mais aussi un très très bon entraîneur de MMA. Mais en tout cas, au moins en grappling, en lutte au sol, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce n'était pas forcément le plus grand champion. Oui, mais il a pratiqué. Ah, il a pratiqué. Alors, comme Nicolas Haute, par exemple, qui n'a pas été un immense combattant. C'était quand même un bon combattant. Non, mais, oui, bon, ouais. Un bon combattant, mais moi, tu vois, la boxe, c'est alors, quelle est la question? Excuse-moi. Est-ce que si tu n'as jamais pratiqué, tu peux être un bon entraîneur de MMA et de sport de combat? C'est difficile. C'est difficile. Moi, alors, cette question… Il y a l'entraîneur le père j'ai oublié son nom, c'était un champion irlandais qui a battu Roy Jones, Joey Calzaghe. Ah oui, Calzaghe, ouais. Calzaghe, ouais. Son père était joueur d'échecs. Ouais. Et je crois qu'il était tisserand aussi. Ah, incroyable. Et du coup, son fils voulait devenir boxeur. Il l'entraînait. Alors là, il faut double-checker quand même sur Internet. C'est ce que j'ai entendu. Ils vont le faire en régie. Regardez. Mais alors, dans un game, dans un sport
comme dans beaucoup de sports, où pour performer, on gagne à la milliseconde et au millimètre, je pense que quelqu'un qui a connu la pratique de l'intérieur, qui a connu les hauts, les bas et surtout les émotions, ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est facile d'avoir été… Je pense qu'il y a des niveaux. Je pense qu'il y a des niveaux. Et je pense que l'intellect peut passer sur certains trucs, mais quand tu as connu le haut niveau, au moins à ton époque, et que tu l'as ressenti de l'intérieur, que ce soit les coups, juste la main qui se pose et la différence de l'entraînement avec… Et puis toutes ces difficultés, ce qui se passe à l'intérieur d'un combattant quand il fait son régime, son cutting, le voyage, l'impact de l'extérieur, tout ça, je pense que ça te permet d'avoir un peu plus de facilité, en tout cas un peu plus de manière… Quelques avantages ou des bagages un peu plus important. Ouais, plus important ou plus aiguisés, des armes un peu plus aiguisées pour pouvoir gagner ces millisecondes. Ouais. Moi, je pense voilà, que tout simplement. En boxe et en MMA, je pense que c'est indispensable. J'ai du mal à me dire c'est tellement pointu, c'est tellement… Si tu n'as pas connu la sensation du ring, enfin, moi, c'était le ring, mais ou de la cage, tu t'envoies tes élèves dans un endroit que tu as connu. Tu peux leur parler, tu sais comment, même si tu n'as pas été un grand combattant. Regarde André Zetoun, qui a eu une carrière en mouet, somme toute classique, mais qui est devenu une légende. Mais il a connu le ring. Il a connu, et je me dis que il y a des exceptions. Il y a des exceptions, on en trouvera toujours. Mais dans la majorité des cas, je pense que pour être un bon entraîneur dans les sports de percussion, il faut avoir goûté un petit peu ce milieu. Sinon, oui, c'est pas comme le foot. Il te manque un petit truc. Je pense. Je suis d'accord. Et est-ce qu'on le choisit vraiment d'être coach ou c'est en toi? C'est un truc que tu… Ou c'est le coach, c'est la vocation qui mais non, mais tu vois, alors c'est peut-être une question un peu très philosophique, mais on parlait avec André Zetoun du coin du ring. Tu sais, il a sorti un bouquin et il me disait donc c'est pas moi qui ai choisi le coin, c'est le coin qui m'a choisi. Est-ce que dans le coaching c'est un peu la même chose? Est-ce que finalement tu ne deviens pas coach, tu l'es un peu déjà en toi. Ça peut être enfoui, mais tu as déjà un peu cette fibre, ce petit truc qui fait que tu vas devenir un bon coach par la suite. Alors ça va, ouais, on peut remonter plus loin. Qu'est-ce qu'on choisit vraiment à ce moment-là? Mais on va faire 2 heures là-dessus. On va faire allez, vous avez 2 heures. C'est parti, vous avez 2 heures. Non, je sais pas. Je pourrais pas te répondre avec certitude à ce genre de questions. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que c'est un petit peu de plein de choses extérieures non contrôlées, non voulues, un peu des choses peut-être prédéterminés ou des choses comme ça. Et puis ensuite, des choix personnels. Et là, les deux ont fait que je suis devenu coach. Donc voilà, mais moi, j'ai toujours voulu aimer, en tout cas, résoudre des problématiques en situation de stress. Que ça soit aux échecs, que ça soit dans d'autres trucs, j'ai toujours aimé ça. Et puis, ce côté de se dire, trouver une méthode pour battre la fatalité. Et pour moi, le combat, c'est ça. Tu as le chaos, il peut y avoir une fatalité, le mec, on est censé perdre, et ben on va gagner. On va créer une méthode, on va gagner. Et je trouve ce côté battre la fatalité comme ça, pour moi, c'est top. Et du coup, c'est ce qui m'a amené à devenir coach. À les aider au début pour moi, puis après pour les élèves. C'est quoi les relations entre les coachs en France là? C'est des bonnes relations? Vous parlez souvent entre vous? Je sais pas, parlez de vos méthodes d'entraînement? Vous partagez des choses? Alors moi, j'aimerais plus faire ça. Ouais. Alors effectivement, à des moments, tu as eu des petites histoires avec l'autre et tout, tu as tes trucs comme ça. Mais en fait, maintenant, c'est passé, tu vois. Mais tu as des coachs excellents comme Fernand Lopez, Nicolas Hoth, mais pas que. Tu as plein d'autres coachs qui sont exceptionnels, bon, Daniel et tout, mais pas que. Par exemple, quand tu vas sur les MMA League, des fois, tu te poses sur le côté et tu écoutes les coachs de certains clubs, de certains bleds en France et tout. Ouais, qui sont les pas, gamins, ils sont pas connus, mais ils combattent toutes les 6 semaines. Bien sûr. Et ils viennent du sambo, ils ont combattu en Pankido, parce qu'avant le MMA, il y avait d'autres disciplines tridimensionnelles. Et du coup, tu vois que ils s'aiguisent, les gars, ils bossent. Et ils sont aussi intelligents, voire plus parfois, que certains coachs très connus. Juste, comme je t'ai dit, les choses, le hasard des rencontres, a fait que ils sont coachs dans leur association, tout ça, dans leur petite ville, ils ont leur vie à côté. Mais à côté de ça, si tu écoutes attentivement les consignes, la manière dont ils préparent leurs combattants, etc., tu te rends compte qu'il y a beaucoup de méthodes. Et moi, j'aimerais beaucoup, j'adore ça, parler avec les coachs et juste regarder leurs cours. J'aimerais pouvoir faire ça plus souvent, que ce soit en France, mais même à l'étranger. Pourquoi ça se fait pas? Parce qu'il y a des réfractaires, sans citer de nom, hein, mais non, pourquoi ça peut pas se faire? Ah, il y a un peu de jalousie. Ouais. Un peu de jalousie. Tu le fais sans problème avec l'étranger. Oui. Les échanges,
Mais en France, pas tout le monde, mais en France, des fois, c'est un peu jaloux, Oui, un peu. Ce sont des non-dits. Voilà, un peu de concurrence, de se dire, c'est pas méchant, il y a rien de méchant, il y a toujours du respect, mais des fois, t'oses pas parce que, ouais, peut-être que mon gars, il va combattre contre le tien. Alors que ça ne changera rien. Je veux dire, puis on est un petit milieu. Il ne faut pas que ça devienne voilà, un truc où tout le monde s'évite parce qu'il y a un peu de. Sectaire. Voilà, non. Mais. Ah, mais si, il y a un peu de. Ouais, Vite ouais, balancé, y a ça. là. Non, oui, j'ai envie parce que j'entends des trucs. Moi, après, je suis loin de ça. Je suis Eh le oui. speaker. Donc, et ça m'embête parce que il y a deux teams que t'aimes bien, deux mecs que t'aimes Oui. bien, mais tu sais que lui, il n'aime pas lui. Et je trouve ça dommage. Et puis, tu sais même pas pourquoi ils ne s'aiment pas. Même eux Ouais. ne le savent pas, en fait. C'est juste parce qu'on ne fait pas partie de la même team. Ouais. C'est dommage, je pense qu'il peut y avoir une émulation. Et puis, Bah, quand tu as la concurrence fait Quand tu as progresser. deux combattants qui combattent, tu sais, par exemple, Amine, le coach de la bonne école, on a combattu plusieurs fois, on a gagné, on a perdu, on a gagné, tout ça et tout. Mais par contre, j'aime bien quand on est dans le vestiaire ensemble, je regarde comment il coach, mais pas, tu sais, je me dis pas, ah, je vais prendre ça et puis la prochaine fois, je le retourne contre lui, c'est pas ça. Oui, c'est pas de que l'espionnage. Ouais. C'est comme une micro-formation. Ouais, Tu vois, un petit workshop en live et t'apprends. Nico, pareil, Daniel, pareil, Fernand, pareil, tu vois. Et franchement, moi, j'adore écouter à l'UFC les coins. Ouais, Le corner on va, et tout, ouais. j'aime beaucoup ça, tu vois. Et puis, au final, tu te rends compte que bah, le combattant, il va partir, peut-être il va finir, les coachs vont rester. Donc, mais c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait plus de communication. Parce que, en vrai, c'est pas que tu. Bien sûr, c'est un jeu qui se gagne au millimètre oui, oui. mais parfois, ça serait bien en tout cas, moi, j'aime bien, j'ai pas de problème. Quelqu'un me demande comment tu fais pour faire ça, je le dis, je m'en fous. Quand tu as un Rola du club Tactical Fighting Tactical. et Johan Salvador, on échange alors qu'on combat tout le temps ensemble. On échange tout, enfin plusieurs fois, on échange et on apprend les uns des autres. Je pense que c'est bien. Et puis après, on va s'affronter, on teste et on recommence. Donc voilà, moi, bien sûr, tu as de l'envie. Tu as toujours l'envie parce que tu dis « Ah, moi, j'aurais voulu que mon combattant il fasse ça. Ah, ma combattante, j'aurais voulu qu'elle fasse ça. Ou mon équipe, j'aimerais bien avoir telle salle, j'aimerais faire ci. Bien sûr, mais c'est sain, Oui. tu vois. C'est une compétition. Concurrence Je pense saine. que pour la plupart, c'est une concurrence saine. Tu parlais de l'étranger, toi, tout à l'heure, justement, quand on est vers Nico, il nous disait qu'il envoyait pas mal, enfin qu'il incitait pas mal ses combattants à aller à l'étranger pour s'imprégner aussi de nouvelles méthodes. Et comme ça, quand ils reviennent en France, ça se diffuse dans la salle, ça se diffuse aussi au sein Bien sûr, faut- de Nico, et ça lui permet aussi de progresser. C'est important Tu fais pareil, toi aussi de prendre partout, puis de voir les méthodes étrangères, les Ouais. méthodes parce que chaque pays a ses spécificités. Et je trouve que c'est hyper important. C'est enrichissant pour un combattant c'est et clair. pour un coach. Ah, mais des fois, tu sais, t'as quand même des coachs, Oui, bien- toujours ouais. dans ce truc un peu, c'est enfin, Oui, oui, mon c'est mes combattant, combattants. mes Je veux pas que tu combattants. partes ailleurs. Je veux pas trop les amener ailleurs parce qu'il y a toujours le risque de oh putain, c'est vachement bien là-bas. Ouais, Bah, tiens, attends, je vais je vais aller- peut-être, Donc, tu vois, Oui, est-ce oui, que toi, vis-à-vis de ça, tu es plutôt chill, justement, et tu dis allez voir ailleurs, imprégnez-vous d'autres méthodes, et après, revenez et faites votre vie avec moi, quoi. Ah. Ou est-ce que c'est différent? Ben, en fait, tu as toujours un peu des deux côtés. Tu as le côté intellectuel qui dit allez-y, c'est bien. Ouais. Mais tu as le côté, tu dis bon, j'espère qu'il va être elle ou elle assez cool, respectueux pour dire c'est une bonne méthode plutôt que se barrer. Oui, Ils oui. disent est-ce qu'on peut rajouter ça au club? Oui. Et du coup, c'est pas forcément quand tu pars à l'étranger, si moi je peux pas le faire et venir avec toi, j'aime bien qu'ils aillent prospecter. Ouais, ok. Oui. Qu'ils me disent Regardez ce qui ok, se fait ailleurs. est-ce qu'on peut ajouter ça et cette communication elle est saine. Et après, si le combattant il part, tant que ça se fait en bon respect, on a passé du temps ensemble, on se serre la main, j'ai envie de changer, j'ai envie de voir autre chose, je pense que ça va me faire grandir et tout, va. Et la porte elle reste ouverte tant que tu es parti en beau terme. Parce que Ouais. si tu es parti. Pour moi, j'aime bien, la porte elle reste toujours ouverte, mais je te ferai sentir si tu reviens que tu as fait de la merde. Oui, voilà. Ouais. Tu vois, non, mais faut pas la Oui, mais faire c'est à l'envers. important. Bah oui, bah, c'est non, ça. mais quand même, Faut tu rester gardes, réglo, bien faut sûr. rester C'est ça. tu Bien sûr. vois. Ouais, Mais, important. Mais pour ce qui est de partir à l'étranger, je pense que c'est important de ne pas faire que du tourisme martial. Je pense que c'est intéressant de dire, bon, sans parler de l'étranger, je vais chez Skarbowski parce que dans mon club, mon coach, il est bon, mais il m'a dit d'aller là-bas pour étudier le corps à corps. Allez prendre des cours particuliers. J'aime bien quand les combattants partent Ouais. pour faire du sparring, mais aussi des cours particuliers, plutôt que des cours de groupe. Puisque comme ça, ils ont vraiment un condensé de la méthode du coach. J'essaie de pousser le truc un peu plus loin encore. Je leur dis, économise, pars, fais des cours particuliers, fais 2-3 cours de groupe, mais surtout des cours particuliers, et vas-y avec une question. Vas-y pas juste pour tu fais un voyage et t'es utilisé un petit peu, puis Ok, allez, ouais. tu fais ton sparring, tout ça. Non, vas-y avec une question. Tu vas là-bas pourquoi? Quel est l'objectif? Ouais. Tu vois, tu vas, Bien après sûr. tu fais ton sparring, mais je vais au-delà de ça. C'est que je les pousse même à regarder ce qui se fait dans d'autres sports, mais même dans d'autres spécialités. Par exemple, le milieu de l'entrepreneuriat, il y a des trucs où
qui peuvent être utilisées, des méthodes, des trucs de communication, des méthodes d'organisation de la journée et tout ça. Dans les deux sens, hein, d'ailleurs. Qui peuvent, qui peut, même l'entrepreneuriat peut apprendre des équipes sportives. Et je pense qu'on peut trouver des clés de performance et des outils un peu partout. C'est une science. Hein. Ah bah, oui. C'est une science, une organisation, le combat, alors qu'on a une image de bourrin, des mecs qui se tapent dans une cage. Mais la préparation, c'est une vraie science, c'est une vraie organisation. Et c'est bien que tu en parles comme ça, parce que du coup, on se rend compte de plein de choses. Enfin, surtout les gens qui nous regardent, ils vont se dire « Ah ouais, mais il y a tout ça en fait, c'est pas je mets mes gants puis je me remplis. » Mais ouais, mais tu vois, Ah bah oui. il y a l'organisation, d'aller chercher, le comparer avec l'entrepreneuriat, c'est hyper intéressant. C'est Lionel Brézéfin, donc, qui est le DTN adjoint pour le MMA à la Fédé. Ouais. C'est une tête, pour moi, c'est l'une des personnes qui a fait le plus évoluer le MMA en France, pour moi. En tout cas, il a eu un gros impact sur ma vie et à l'heure actuelle, toujours. Et du coup, il m'apprend tellement que c'est ouf. Et lui, il me disait, chaque combattant est un projet, tu dois le traiter comme un projet. Pas bon, avec le côté humain et tout ça. Mais et du coup, j'essaie d'utiliser des méthodes de suivi de projet et tout, que les entreprises utilisent pour pouvoir donner le plus d'attention, le plus de précision à chaque combattant. Et de plus en plus. Donc, tu vois, c'est vrai, on se casse la gueule. Des fois, il y a l'émotion et tout. Mais par contre, c'est cadré. On a reçu un combattant il y a quelques temps, un projet du coup, Azael Adjouj, Azael. qui s'entraîne beaucoup en Irlande. Et je voudrais te faire réagir sur quelque chose qu'il nous a dit, Azael, qui était très intéressant. On va l'écouter. Il y a des clubs où s'entraîner dur, longtemps, beaucoup, c'est encore la mentalité en France. Alors que dans la plupart des clubs à l'étranger, c'est des cours qui sont beaucoup plus courts, mais à haute intensité, ce qui reflète le combat en réalité. Et ouais, c'est ce qu'on disait, s'entraîner 2 fois, 3 fois par jour, tous les jours pendant 10 ans, tu te détruis. Qu'est-ce que tu en penses, Johnny? C'est très intelligent. Je pense qu'il a raison, mais j'irai au-delà. Encore une fois, j'irai au-delà. C'est comme quand on parle de sparring dur et sparring. C'est plus complexe que ça. C'est comme les gens qui disent est-ce que tu fais de la technique ou tu enseignes des concepts? Les deux ne sont pas opposés. En plus, quand tu analyses les dernières données scientifiques sur le sport, sur les combattants qui prennent des commotions ou pas, on se rend compte qu'il y a des combattants qui font du sparring tous les jours et qui ont beaucoup moins de commotions, qui prennent beaucoup moins de coups que des combattants qui font 1 ou 2 sparring par semaine. Ou un seul toutes les... Donc, oui, mais. Donc, Azael, c'est un combattant très intelligent. Donc, j'essaierai d'ajouter un petit enrichissement à ce qu'il dit. À titre personnel, et puis au club, en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est que c'est complexe parce qu'il faut éduquer les combattants à ça. Il y a le mot sparring, mais qu'est-ce qu'on met dans le mot sparring? Tu vois, qu'est-ce qu'on met? C'est des match tests à full intensité avec des combattants et toute l'incertitude qu'on connaît d'un sparring. Là, oui, il y a des risques. Par contre, si on fait... je vais rentrer un peu dans la pédagogie. Ah non, vas-y, c'est hyper intéressant. Nous, on a un cycle technique qui dure à peu près 4 semaines. Je parle pour la majorité. Quand le combattant est en camp, c'est un peu différent. Et du coup, chaque jour, on a un peu de mise en situation. Mais comment on fait? La technique, elle est vue à l'arrêt, seul, en mouvement, seul, à l'arrêt, avec un partenaire sans mise en doute. C'est-à-dire, il te fait un truc, mais tu sais déjà ce qu'il va faire. Ensuite, en mouvement. Et ensuite, on le met en application en travail à thème et en travail de sparring, pas de match test, mais avec une intensité basse. Du coup, en fait, le côté cognitif du combattant, il a fait toutes les étapes d'apprentissage pour pouvoir maîtriser la situation, la technique, etc. Dans ce cadre-là, je pense que c'est la meilleure méthode d'apprentissage. C'est comme si, effectivement, par contre, il faut mettre une intensité. Mais ce qui se rapproche le plus du combat, c'est le combat. Donc, je pense que la ligne est fine, effectivement, il a raison, entre trop et pas assez. Elle est très fine. Du coup, j'essaie de manager comme un chef d'orchestre l'intensité aux entraînements. Et j'utilise un système de couleurs et la communication, encore une fois, est super importante. Ça, c'est la méthode par exemple, dans la Silicon Valley, etc., qui utilisent ce système. Avec les combattants qui écoutent les consignes et qui suivent la méthode, et qui ont une bonne communication avec moi et le staff, ils viennent me voir juste avant le cours et on dit aujourd'hui j'ai mal dormi, si ça, ok, ta séance ça sera une séance jaune aujourd'hui, faible intensité, tu le feras pas et si je te mets avec des partenaires, tu prendras, parce que c'est très light et tout, c'est du tech sparring, tech c'est à la touche, comme les Thaïs font un peu, et encore moins. S'il me dit je suis mort, ok, bah fais que la technique, rentre chez toi. Et du coup,
Après, on peut passer sur un peu de la mise en situation un peu plus verte. Ça va un peu plus vite, mais c'est toujours light. Et après, orange et rouge. Dans la semaine, j'estime qu'on va avoir une mise en situation rouge maximum et parfois une fois toutes les 2 semaines. Et le reste du temps, on reste entre du jaune et du vert. Mais le plus important pour moi, ce n'est pas l'intensité des coups. Le plus important pour moi, c'est l'intensité mentale, cognitive. Ouais. Parce que regarde, où il faut garder de la nuance pour progresser, c'est que si je fais que de la technique, du sac, de la mise en situation, on va dire allez, du travail contre la cage, du sol, et que le seul moment où je mets les gants avec quelqu'un, c'est 1 fois ou 2 fois par semaine, je ne suis pas dans mon cœur de métier. Je suis pas j'aiguise pas les chemins neuronaux et la stimulation cognitive la plus proche du combat. Et sachant qu'il y a un truc technique, c'est ce qu'on appelle les gaines de myéline. C'est ce qui fait qu'on apprend une modalité et qu'on l'ancre. C'est comme si tu veux, mon système nerveux, c'est un peu comme la DSL et passer à la fibre. Plus tu t'entraînes, plus tu améliores la capacité de cette gaine comme ça. Et donc, mais il faut être le plus proche possible de la situation. Il faut être pour que ça marche vraiment. Si tu fais que des pattes d'ours, du sac et puis du sparring de temps en temps, ça ne va pas. Le seul problème, c'est que sparring tous les jours fort, ça te blesse. Donc, il faut jouer sur des intensités comme un chef d'orchestre avec une communication de chacun des combattants et de la difficulté aussi en face. Je prends Seb, il fait un sparring. Il tourne avec quelqu'un du même niveau, de la même vitesse ou à peu près pareil. Pourquoi tu prends Seb et pas moi? Je prends toi par exemple, comme ça. Je prends Seb parce que… Voilà, non, mais ça me vexe un peu, mais c'est pas grave. Je suis désolé, on prend toi. Voilà. Et du coup… si c'est à peu près le même niveau et que vous allez à la même intensité, ça va, parce que vous êtes sur la même musique. Par contre, s'il y en a un qui accélère trop, etc. Donc, je pense qu'il faut apporter des nuances. Je pense que le coach doit être un chef d'orchestre qui doit manager ça. Et au club, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mises en situation, on fait des séances un peu plus grandes, de 1h30 à 2h. Parce que comme ça évite aux combattants de revenir le soir et de se réchauffer. Et le côté cognitif, au fur et à mesure de la journée, on sait que le matin, c'est un des moments où on apprend le mieux pour la plupart des gens. Donc, ce que je leur dis, c'est que le matin, vous êtes le plus près cognitif, vous faites votre entraînement, échauffement. On a 2 modalités le matin, très, très spécifiques au MMA. Des mises en situation mesurées avec une adversité mesurée. Et le soir, vous faites soit de votre préparation technique, soit la remédiation de ce qu'on a vu le jour du sparring. Seb, tu as tourné. Faut que tu travailles contre un gaucher, le décalage ou ta distance, parce que si ça, ton système défensif, tes déplacements contre la cage, etc., ou tes contrôles, tes défenses d'attaque au niveau de la ceinture, des trucs, que sais-je, tu vois. Et du coup, le soir, ils vont travailler ça. Donc, évaluation, mise en place de remédiation, test, évaluation. Sauf que le test, il n'est pas toujours fort. Il doit être à faible… Je pense même que l'intensité, on ne devrait pas la mesurer à la puissance du coup, mais plutôt à l'intensité mentale. Ouais. Tu vois, à la cognitive, l'intention. Est-ce que tu es sharp, tu vois? Et si tu peux voir, hein, des fois, les sparring, c'est plus dur que les combats. Mais tu vois, la réponse… Excuse-moi, c'était un peu long, mais attends, mais c'est hyper intéressant, là. C'est même incroyable parce que, tu vois, moi, quand je suis arrivé en France, moi, je m'entraînais donc en Italie, puis j'allais beaucoup en Hollande, et nous, c'était 1 heure. T'arrivais, c'était 1 heure d'entraînement, tu te barrais. Et c'était assez basique, somme toute. Hein. Tu t'échauffes, ta technique, et puis tu finis par ta mise de gants. Quand je suis arrivé en France, j'ai connu Loïc. J'arrive au Cagine, je m'entraîne chez Kerner, c'était 1 heure aussi, je crois. Et Loïc me dit non, on va s'entraîner 1h45, puis on va faire ça 4 jours. Je dis ça va pas, quoi, 1h45. Parce que je vais jamais passer 1h45 dans la cage. Tiens, moi, je m'entraîne pour un 5x3 en taille. Et c'est ce côté vintage que j'aimais bien. Là, avec ce que vient de dire Johnny, ça te perd un peu ou pas? Mais non, mais c'est pas que ça me perd, c'est que c'est hyper cohérent. C'est que, oui, l'entraînement est plus long, oui, mais tu te dis, ouais, mais la progression… Et puis la progression, quoi qu'on en dise, elle se voit dans le MMA et dans d'autres sports. Donc c'est cohérent, moi qui suis très vintage, comme tu disais tout à l'heure, moi c'est 1 heure, parce que je veux que mon entraînement ressemble à ce que je vais rencontrer, c'est ce que je dis à mes élèves en moi. C'est à ça que ça va ressembler dans la cage. C'est pas vous entraîner 2 plombs, ça sert à rien pour moi. Mais là, vu comment c'est fait, je te dis, les codes de couleurs, comparer la DSL, j'ai pris des informations, j'ai pris en pleine poire. Ouais. Parce que je me dis, putain, mais c'est hyper cohérent ce qu'il dit, Johnny. Oui. Et pourtant, il dit des conneries. Hein. Ouais, je dis pas mal de conneries. Je dis des conneries. Et là, c'était dans le privé. En fait, là, je me suis concentré. Mais là, c'est hyper intéressant, hyper cohérent. Et puis, du coup, bah ouais, attends, il a forcément raison sur certains points. Parce que la progression, elle est là. On la voit. Oui. Mais les élèves stagneraient. Tu vois, ta méthode, elle n'est pas bonne. C'est surtout que, en fait…
là où il a raison à Azael, où il a vraiment raison, c'est que, bien sûr, on ne fait pas 1h30 à full intensité, ni 2 Oui, heures. bien sûr. Ouais. Pas ça. On fait un échauffement, c'est-à-dire une activation. Et surtout, regarde, le lundi, le seul moment où ils font un sparring rouge, les élèves arrivent le soir, ils ont un ordre de passage, comme un jour de combat. Ils ont leur sparring, ils ont c'est bien, vraiment mettre en situation, lui, Seb, Organisation. ils arrivent tous les jours, tous les dimanches soirs, ils reçoivent ça. Ensuite, ils passent, on a reçoivent 2 cages, ils reçoivent ça par WhatsApp. Oh, Ensuite, ils reçoivent ça, et ensuite, ils viennent, ils s'échauffent, Ouais. et je leur dis, vous vous échauffez seuls, en situation de combat. Pareil. Ils arrivent, ils se présentent dans la cage, ils combattent. Le premier round, je ne les coache pas. Ok, ouais. ok. Je ne les coache pas pour voir si ils sont activés. S'ils arrivent sans moi à résoudre. Parce que c'est bien, je ne veux pas m'écouter parler. Normalement, je ne dois même pas avoir à parler. Je te donne le temps, je te donne ton eau. C'est mon objectif ultime. Ouais. Même, mon objectif, c'est tu n'as même pas besoin de moi. S'il y a un météorite qui me tombe sur la tête et que je ne peux pas venir, tu dois être capable de gagner. Et du coup, ensuite, le deuxième round, entre le premier et le deuxième round, je donne des explications et des pistes d'amélioration. Ouais. Entre le deuxième et le troisième, et encore une fois, ça dépend du combattant, parce que tu en as qui sont un peu fermés à cette approche un peu nouvelle. Et du coup, ils font 3 fois 5 minutes, et après, ils peuvent aller tourner light sur le côté ou faire de la remédiation en fonction de ce qu'on a vu dans le sparring. Et les autres jours, lundi, ils travaillent le striking par rapport à ce qu'on a vu avant, de la technique, un peu de mise en situation, toujours comme je vous ai dit, graduelle, la lutte contre la cage, etc. Là où c'est difficile, c'est quand tu as des combattants qui veulent que gagner, qui refusent de perdre. Ouais. La méthode ne se met pas dedans. Parce que là, il y a des jours, il faut se mettre un peu en difficulté. Et du coup, tu dois aller ralentir. Ouais. Et du coup, voilà. Par contre, si tu veux gagner tout le temps, tu vas mettre la pression à tout le monde. Ils vont te répondre fort. Et là, la méthode n'est là pas le risque, respectée. ouais. Ok. Tu vois? Donc, ça, c'est important. C'est un peu technique. Mais par contre, là où je rejoins totalement Azael, c'est que le jour du sparring, nous mettons une intensité. En tout cas, on essaye. Un cadre et une intensité physique et mentale du temps du combat. Et après, on fait autre chose pour supplémenter, faire du travail complémentaire, supplémentaire ou même correctionnel par rapport à ce qu'on a travaillé, tout simplement. D'accord. Waouh. Johnny, tu dors combien d'heures, pardon? Franchement, je dors 5 heures, je pense, 5-6 heures. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Franchement, ça me fait penser quand on a reçu Nicolas Haute, en fait. C'est des personnes que tu peux écouter des heures et des heures et des heures te parler d'entraînement. Moi, j'apprends beaucoup en l'écoutant, ses interviews, sa manière de coacher et tout. Et lui apprend Quelqu'un beaucoup qui a en une t'écoutant grosse aussi. sauce. Hein. Ah bah Ouais, oui. j'espère. Oui, mais oui. Ah oui, mais c'est Mais, là, tu te rends compte que c'est vraiment c'est un boulot qui est incroyable. C'est de la, Ah, c'est de scientifique la- de l'entraînement. Ouais, Ça, c'est de l'horlogerie, ouais. c'est de la mécanique de précision. C'est vrai parce que ça se joue à des détails. Et si tu n'es pas dans le détail au moment de l'entraînement, bah tu le payes. Et là, franchement, non, franchement, c'est hyper intéressant. Ouais. Tu vois. Une dernière petite question pour toi avant de passer à la rubrique d'après. Une question baguette magique. Ok. Ok. Si tu pouvais entraîner n'importe quel combattant ou combattante, tu as le choix. Ouais. En activité ou retraité, mais tu as le choix. N'importe quelle époque, tu prends qui? Genki Pourquoi Sudo. Ouais. Et pourquoi? Alors Genki Sudo, il avait le côté martial, mais à côté de ça, le côté showman exceptionnel. Il a gagné des compétitions de l'ADCC, c'est-à-dire une des plus grosses compétitions de grappling. Il a gagné des compétitions de lutte, il a gagné des compétitions de K1, donc de kickboxing, contre des athlètes de haut niveau. Et il a gagné des combats au Pride et à l'UFC de MMA. Et en plus, il avait un style totalement à part. Pour moi, c'est un extraterrestre. Et je pense que Genki Sudo est ce qu'on va retrouver dans le futur dans le MMA. Bon, toute proportion gardée, avec une évolution future, mais le mec, c'est un ovni. Tu sais, j'aime beaucoup quand les combattants, tu leur apprends un truc ou tu leur enseignes et au final, ils le prennent et ils l'améliorent. Ouais. Tu vois, c'est le cas de certains combattants, Morgan, Taylor, etc. Ils le prennent, ils l'améliorent et ils le mettent à leur sauce et puis tu te dis, ah putain, Ouais. waouh, c'est fou. Tu vois. Donc, ouais, ce serait Genki Sudo. D'accord. Bon, pour les connaisseurs. hein. Regarde sur un. Ouais. Et dernière petite question, parce que ça m'intéresse. Tu comptes coacher jusqu'à quel âge? Est-ce que tu te... Bon, t'es encore jeune, hein, t'as 42, c'est ça, 43, je sais plus ce que j'avais dit, 42. T'es encore jeune, mais est-ce que tu te fixes une certaine limite ou est-ce que toi, tu auras envie de coacher jusqu'à, je sais pas, 70, 80 Alors moi, c'est une passion. J'aimerais vraiment coacher, que ce soit dans des MMA League ou Ouais. dans des G-Fight. J'adore. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est un terrain de... C'est comme si j'avais un grand atelier là, et puis j'étais tout le temps en train de faire de la physique quantique. Tac, Ouais, tac, c'est tac, ça, tac, ouais. tac. Tu sais, c'est comme ça. Maintenant, je pense que si mes capacités cognitives, elles diminuent trop,
que je commence à perdre la boule un jour ou quoi que ce soit, je vais me mettre sur le côté et je serai spectateur. Ou alors j'écrirai un livre. mais à côté de ça, non, je pense qu'il me reste encore pas mal de temps, j'espère en tout cas. Oui. Mais tant que je suis content de faire ça, et en fait, tu sais, moi, je ne gagne pas trop d'argent avec les combattants. Je ne prends pas de pourcentage, rien. C'est eux, des fois, qui me donnent un truc et tout. Ouais. On a vu la Ferrari. On avait... Ah ouais, tu parles, je roule en Zoé. Il arrive à pied en galérant. Et du coup, tu vois, j'ai vraiment ce côté un peu... et je respecte totalement les coachs qui font autrement. Tu vois, des fois, et bien sûr, tu as des combattants qui te rémunèrent ou qui te donnent un truc parce qu'ils sont contents. Mais moi, j'aime bien travailler comme ça. J'ai mon taf à la Fédé, je travaille au club, c'est cool, tu vois, et tout. Mais je pense que c'est vraiment une passion. C'est vraiment une passion. En fait, effectivement, chaque combattant, pour moi, c'est un peu comme de la pâte à modeler, tu vois. Je ne vais pas le mouler que par moi. Ce n'est pas moi et je l'impose. Mais j'essaye de faire en sorte qu'il s'exprime le mieux possible, qu'il soit le plus heureux possible dans sa carrière, etc. Et de les accompagner, c'est une aventure incroyable. C'est comme un mec qui fait de la musique. Tu sais, qu'à la fin... Tu sais, à la fin, tu accouches d'un truc que tu t'y attendais pas du tout. Tu vois, le petit gamin qui gagne sa MMA League ou qui te dit, ou qui gagne son combat, ou même s'il le perd, mais il est fier de lui. La dernière fois, j'ai coaché Morgan Gboulou au Dynamite, qui était sur des défaites, etc. Et le gars, il pleure à la fin de son combat. Bon, c'est pas le fait de pleurer, mais l'intensité dans le vestiaire, le doute, le truc, et puis de se dire, j'ai taffé, j'ai battu mon adversaire par KO, un gars fort en plus, dans le premier round et tout ça, et que quand il sort de la cage, il dit, j'ai réussi, je suis fier de moi, je suis quelqu'un. Franchement, là, c'est la meilleure chiant. des sensations, des récompenses quand t'es coach. Tout ça, toute la méthode, toutes les conneries que je vous ai dit sur la méthode, les couleurs, la technique et tout ça, en vrai, c'est que pour ça. C'est que pour ça. Tout ça, c'est que pour le truc, se dire, aïe, il est fier de lui, le gamin. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, je suis un peu paternaliste, je sais qu'il ne faut pas le dire maintenant et tout, mais le combattant ou la combattante, tu vois, je suis... putain, c'est bien, quoi. Tu vois. Il y a un autre truc qui est très bien. On peut dire, putain, c'est bien, c'est la prochaine séquence, quand même. C'est carrément. Oui, le face-off. Ben oui. Ah oui, il connaît Johnny. Allez, c'est parti. Allons-y. Eh oui, parce que Johnny regarde toutes les émissions. Donc il Toutes. connaît. Il connaît par cœur. Même pas besoin de t'expliquer, non? Je te réexplique quand même ou pas du tout? Ouais, tu peux, bien sûr, pour les gens, mais j'ai vu... Ouais, il est malin pour les gens. Non, donc je te réexplique le face-off, vous en avez l'habitude maintenant. Il va y avoir des personnes qui vont s'afficher dans l'écran en face de Johnny, des personnes qu'il connaît très bien. Et tu vas devoir leur parler directement, comme si Seb et moi, on n'était plus là du tout. Ok, tu t'adresses à ces personnes. Je peux les parti. embrouiller et tout. Ah oui, tu leur dis ce que tu veux. Je vais te casser la gueule. Moi, je vais juste dire de qui il s'agit. Freddy Lépine. Bah, ça, c'est mon maître, c'est mon crew. Tu lui parles, hein? Faut lui parler? Ah, tu lui parles directement. Putain, j'étais sûr qu'il n'avait pas compris. Tu t'es fait opérer du genou et de la hanche il n'y a pas longtemps. Doucement avec les coups de pied, s'il te plaît. Et puis, mercredi prochain, faut que tu viennes le matin, 7h à la gare de Saint-Michel-sur-Orge pour qu'on prenne le train et on va entraîner les combattants à l'US Métro. Mais n'oublie pas de m'appeler, s'il te plaît. Et dis-moi si tu voyages aux Antilles, parce que des fois, je ne sais pas, donc tiens-moi au courant. Et puis, on mettra du Elvis dans le train, comme ça, on écoute ensemble. Parce que t'adores Elvis, il me dit tout le temps, ouais, plus gros vendeur de l'histoire. Hein. Donc, voilà. Il est bon, il a compris la Sawadji. séquence. La prochaine personne. On en a parlé un petit peu en début d'émission, Alexandra Tekena. Alex, décale, feinte, décale, bouge la tête. Et respire aussi, prends ton temps, bouge la tête. Placement, un pas, replace, ressort, feinte, casse-lui les jambes et ça va le faire. Et respire, et kiffe aussi. Parfait. La théorie sur la réalité du temps, j'aimerais avoir une vraie explication et puis j'aimerais qu'on passe à un repas ensemble parce que j'ai tellement de questions sur toutes vos recherches et que ça soit sur le temps, que ça soit sur les trous noirs, que ça soit sur l'espace, etc. Je pourrais passer des heures et puis merci pour l'avancement et puis les découvertes que vous avez pu nous faire profiter, divulguer de par vos travail et par la personne que vous avez été. Donc Stephen Hawking, hein, bien évidemment. Oh mon Lolo. Lolo. Lolo, c'est quelqu'un qui me ramenait en voiture quand j'avais pas trop de thunes et que j'habitais loin et que je prenais le train et de temps en temps il me ramenait. C'est quelqu'un qui m'a poussé sur mes premiers combats, qui a cru en moi. Et jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui est vrai, qui a ses défauts et qui a ses qualités,
Mais par contre, je sais que je peux l'appeler à 3 h du matin. Je lui dis, hey, Lolo, j'ai une galère. Je suis à Madagascar. Je me suis fait enlever par des. Et il va se démerder, le mec. Il va se démerder. En fait, des fois, j'ai pu être énervé avec toi ou tout ça. Mais au final, tu es un vrai humain. Et puis surtout, tu es quelqu'un qui sait dire, je me suis trompé, désolé. Et on continue à travailler ensemble, donc merci. Et surtout, merci d'avoir cru en moi, de m'avoir amené sur toutes les compétitions de Pancrace chez Jean-Noël Charolais, où je me suis tapé 3-4 fois et tout. Des fois, tu as été dur, des fois, tu as fait des conneries et tout dans la carrière, mais par contre, tu es un bonhomme. Et l'anecdote de Seb. 2007, combat contre David Baron. Oh, putain. Un combat incroyable, et là, la scène surréaliste. Donc, David bat Johnny et Lolo, qui était dans le coin de David, qui a fait la préparation avec Jean-Marie chez Haute Tension. Il monte sur le ring. Et le Loïc Pora qui fait. Ouais, mais. Et moi, je regarde l'autre, je suis, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, pas ben non, pas. Et ça a commencé. Ça fait une histoire. Ça fait une histoire de dingue. Mais ça fait partie des choses qu'on marquait. C'était un 100%, c'était à Japi, non? Ouais, c'était à Japi. Ouais, Japi, 100% fight. Incroyable, parce que tu as deux mecs qui sont de très bons combattants. À l'époque, tout le monde en parle. David Baron, Johnny Frachet, c'était le main event, c'était un truc de malade. Et là, Lolo qui pète un plomb. Tu sais pas pourquoi? Moi, je sais, parce qu'il avait la préparation de David n'avait pas été simple et tout, donc il est content que ça gagne. Mais après, je dis, mais fais pas ça à Johnny ou quoi, ça à Johnny? Non, mais pourquoi? Parce que j'étais son élève, j'étais son protégé, il était dégoûté. Et maintenant, à sa place, il y a plein de trucs que je comprends. Ouais, à sa place, moment. après, justement, en fait, il m'a montré en faisant des conneries, des fois, il m'a montré des choses à ne pas faire, au final. Oui. Ouais. Du coup, j'apprends. Et puis, tu vois, en fait, pour Lolo, c'est de dire, hé, gros, franchement, je suis dégoûté que tu sois parti. Mais non, mais c'est ça, il avait, ça, en fait. mais oui, il avait pas digéré. C'est ça. Mais moi, je me dis, mais Lolo, tu peux pas faire ça. Ouais, Tu vois, c'est Johnny, fini. quoi. Avant, on mais s'en ça a été fout. une super anecdote. Ouais. Maintenant, oui, on en rigole. Maintenant, on s'en Maintenant, tape, et- on travaille ensemble à la Fédé, c'est Ah bon. oui. Oui, Lolo, non, puis c'est vrai que c'est. Tu vois, moi j'ai une collègue, j'étais dégoûté qu'elle soit partie, je l'ai revue hier, j'ai regardé, j'ai fait Ouais, ça, mais vois, tu vois, tu sais, il y a un truc qui s'appelle la mentale. C'est un peu ce que les anciens voyous ils avaient ou d'autres groupes. Ouais. Et nous, dans le MMA, les anciens, c'est peut-être, faut pas le dire à la télé, mais on Et est un si- peu comme ça. Enfin, tu sais, moi, j'aime bien le truc. On va se prendre la tête, on va s'insulter, on va même se battre et tout. Mais au final, tu sais quoi, si t'as une galère, je suis là. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et nos C'est trucs, important. ils se règlent en privé. On ne le Exactement. met pas sur les réseaux sociaux. Ça, pour moi, c'est très important. Peu importe, on règle. Ça dépend, mais. Non, pas avec Non, les mais- anciens. Ah oui, Non, oui. mais- Ouais. Mais tu vois, Loïc, moi, on partait, pendant 10 ans, on partait tous les étés ensemble. Et il me parlait souvent de toi. Ouais. Et moi, souvent, à chaque fois, je disais, putain, mais tu te rends compte, tu te souviens de ça? Il dit, ouais, mais sur le moment. Mais regarde au voilà, premier UFC. mais Johnny, mais tu vois. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. Au premier UFC, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, Joe, je voulais te dire, je pense que le travail n'était pas fini, t'es parti trop tôt, on aurait pu plus bosser, etc., améliorer et tout. Franchement, bonhomme. Ah Un oui, jour, oui. on a eu une petite embrouille et tout ça, il est revenu, il m'a dit, ouais, je suis désolé, merci de m'avoir dit et tout ça et tout. Bonhomme. Mais attends, c'est... En faisant ça, il me montre ce que c'est que... Enfin, c'est incroyable, tu vois. Du coup, il continue à m'apprendre. Il continue à m'apprendre, tu vois. Puis il y a ce socle, hein. C'est-à-dire que l'édifice, il a été bâti sur des bases solides parce que c'est le début. C'est le début du MMA, ils ont charbonné ensemble, il y a eu la French Connection, Ouais. il y a eu tous ces trucs-là. Et même si tu t'engueules, même si tu t'embrouilles, tu es capable de te dire « Oh, je suis une tête de con, excuse-moi ». Et tac. Mais ça, on Ça y est, l'avait on passe ça à autre avant. chose. Ça, on Ouais. l'avait quand Eh t'avais oui. Jean-Marie qui venait, il Eh oui. pourrissait. En fait, tu sais, t'avais pas la starification du combattant. Exactement. Alors, Oui, je mais dis ça, pas que c'est c'est venu négatif. aussi avec les réseaux sociaux, Bien sûr, enfin bien voilà, sûr, la le- médiatisation, L'époque. c'est ça. Mais il y avait quand même ce truc de... Alors ça veut tout et rien dire, mais ce qu'on dit bonhomme. Ouais. Les valeurs, voilà. à Bon homme ou l'ancienne. bonne femme, hein. Oui, c'est pas quand comme je dis ça, bon parce que homme, quand t'avais oui, une oui. TV qui te disait tu Ouais, me c'est fais ça. chier ou des trucs comme ça, c'est comme ça, tu sais. Mais en tout cas, un peu de... Allez, on arrête de faire de la politique, je te dis direct avec mes mots. c'est ça. Mais tu sais que mon intention est louable. Ouais. Je te fais des doigts, mais je te dis que tu m'as manqué. Ouais, c'est ça. Voilà. Je te mets une tarte, mais hey, gros, tu m'as manqué de respect, tu m'as fait mal. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, tu Plus vois. direct, quoi, plus frontal, Ouais. Ah bah là, oui. mais plus vrai. Et des fois, je pense Et qu'on plus en vrai. manque un peu. T'as le mot. Je pense qu'on en manque un petit peu. Mais Tu vois. complètement. Mais oui, plus vrai. Exactement. Et la prochaine personne, elle est de la nouvelle génération, justement. Ah, Morgan. Morgan, on s'est bien entraîné ce matin. Tu as progressé de malade. Et le timing était incroyable. Tes préparations d'attaque sont fous depuis que tu t'entraînes en boxe avec Abadila. J'ai mon passeport, donc je vais pouvoir venir avec toi dans ton camp à Las Vegas. Et on va faire en sorte qu'ils se souviennent encore de... Déjà, les gens te connaissent, mais ils vont encore plus se souvenir de ton nom.
la prochaine personne. Alors, c'est ton papa, Johnny. Qu'est-ce que tu lui dirais? Il y a beaucoup d'émotions, on te laisse le temps, si tu as envie évidemment, de t'exprimer, de lui parler. Ah, ça veut tout dire. Ah oui, c'est vrai. Prends le temps, Johnny, et puis tu nous dis si ça te gêne, si t'as pas forcément envie de parler aussi. Nous, c'est une séquence un peu Ça veut, où on met des personnes importantes dans la vie des gens, donc si tu as envie de lui parler, de lui dire un petit mot, c'est aussi le moment. 2 secondes. Non, mais on peut. Non, mais prends le temps, justement. Tu vois, je te parle de la mentale, je te parle de qui je suis aujourd'hui. C'est la première fois qu'on parle de mon père. Ouais. Moi, je viens d'une communauté un peu particulière, tu vois, des gens du voyage, j'en parle jamais. Et quand je te dis bonhomme, tu vois, c'est... Ouais. Ça vient de Tu là. vois la tête, c'est le même, tu vois. C'est un monsieur qui c'est un combattant. C'est un combattant de la vie de tous les jours. C'est un ancien voyou, mon père. C'est un mec il était à l'époque des premiers voyous, tu vois. Il m'a enseigné ça. On a vécu dans la pauvreté, j'en parle jamais, mais on n'avait pas trop de sous. Mais j'ai jamais rien manqué. Et puis, il m'a poussé tout le temps, tu vois. On n'avait pas trop de sous, il m'a payé mes voyages au Brésil. Il m'a toujours aidé, tu vois, dans tout ce que je fais, même maintenant. Et puis, il y avait besoin que d'un regard, tu vois le regard du bonhomme. Il y avait besoin que d'un regard, tu vois. Bon, là, les gens, ils comprennent pas, ils vont se dire, ouais, c'est un loupard ou un rocker et tout, mais c'est beaucoup plus que ça, tu vois. C'était... quand j'étais petit, je sortais de l'école, ils venaient me chercher en camion, on allait faire la ferraille, tu vois. Ouais. Et j'avais honte parce que je me disais, ouais, les autres, ils ont leur père qui font ci, ça, tu vois. Et lui, il était fier, tu vois. Il disait, tu vois, nous, on a la liberté. Ouais. Et il me disait, peu importe ce qui se passe, c'est un peu bizarre, tu vois, parce que nous, on avait un peu la violence comme code pour s'en sortir, pour sortir du... Tu sais, chez les gens du voyage, tu as plusieurs classes. Et nous, on était la basse classe. On était la classe de ceux qui ramassent les poubelles des gens, tu vois. Et lui, t'es fier. Il nous disait, lève ta tête, lève la tête. Et sois le meilleur à l'école, travaille, tu vois. Et tout le temps, il nous disait aussi, un homme, il doit avoir 4 trucs. Bon, bien sûr, respecter sa femme et tout ça. Mais il doit, dans un de ces 4-5 trucs, il doit savoir se défendre et défendre les gens qui sont autour de soi. Et il faut que tu saches dire, j'ai merdé, j'ai fait de la merde, tu vois. Et lui, il me l'a appris. Et mon père est malade, là, maintenant. Je l'aime, laisse tomber de tout mon cœur. Mon père, c'est mon ami, c'est mon confident. C'est incroyable que vous ayez mis cette photo-là. Et en vrai, tu sais, tout ça, c'est important, mais tout ça pour lui, tu vois. Un jour, il ne va pas sur Internet. Il ne va pas sur Internet, il s'en fout, il ne regarde même pas les trucs. Mais un jour, j'étais dans le Parisien, et chez lui, dans sa caravane, comme ça, il a mis sur le mur un truc où j'entraîne à l'US Métro. Putain, de ouf. Ouais. Ça, tu savais pas, toi. Non, je savais pas, j'arrive, il me fait, regarde. Et puis, il filme sur le côté comme ça. Regarde. Ça devait être une sensation incroyable, ça, pour toi. Ouais, putain, c'est incroyable. Mais tu sais, c'est des mecs qui... c'est quelqu'un qui est pas connu, mais qui est... c'est un des plus grands bonhommes que j'ai rencontré de ma vie, et de bonhommes humains, on va dire, et des plus courageux. Avec une particularité, c'est quelqu'un qui a la rage de vivre, tu vois. Peu importe ce qui lui arrive et tout, la rage de vivre, la rage de réussir, la rage d'aller au bout de son passion et de surmonter toutes les difficultés. Et voilà, tu vois, ouais, merci de me l'avoir mis, parce que tu sais, mon papa, on le voit pas souvent. Et gros hommage, parce que on le verra jamais, tu sais, nulle part, tu vois. Et le nom Fraché, son nom, j'ai voulu lui faire plaisir, et à travers mes athlètes et tout, que les gens ils se disent ah, je connais Johnny Fraché, tu vois. Et tous les hommes dans ma famille, ils portent le nom de Louis. Donc c'est mon deuxième prénom, c'est son nom. Et donc, merci. Franchement, merci. Plaisir. On prend du temps avec ça pour essayer de trouver les bonnes personnes aussi dans cette séquence. Là, c'est gros coup, là. Franchement, c'est rare. Là, tu m'as fait monter un peu les larmes et tout ça. Mais c'est quand c'est le cœur qui parle, il n'y a rien de mieux. Et puis, franchement, j'oublierai pas, merci. Merci à toi. C'est moi qui vous remercie. Merci à toi, Johnny. On a une dernière personne quand même qui a beaucoup appris de la personne qu'on vient de te montrer.
Faut reprendre l'entraînement, faut t'entraîner, mon pote. Et prends du temps un peu pour toi, parce qu'il y a des travaux à la maison. Et voilà, et prends du temps pour recontacter les gens qui y a autour de toi. Et puis, fais un peu plus de médias, parce que tu fais pas un mauvais taf. Et je pense que c'est bien que tu parles un peu, parce que le MMA, tu peux apporter aussi des trucs à la nouvelle génération, et même à la génération actuelle. T'as l'impression de manquer de temps? Non, je suis mal organisé, c'est tout. Je mens pas, tu vois. Là, je pensais qu'il allait partir dans une réponse oui, tu sais, un truc un peu philosophique et tout. Non, je suis juste mal organisé. Non, je suis mal organisé. Je pense que je regarde des séries Netflix jusqu'à pas d'heure, des fois le soir, où je joue à la console avec mes potes et tout, parce que j'aime bien sortir ma tête des trucs. Mais si j'avais une meilleure organisation, je pourrais être encore plus impactant pour ma vie, sur la vie des autres. Tu vois, heureusement que j'ai ma femme. Si elle n'était pas là, laisse tomber. Quoi. Ouais. Ah bah c'est bien. Bon, nous on est bien organisés, donc on va passer à la prochaine séquence. On fait tout dans l'ordre, bien comme il faut. Les petites questions pour toi. On a quelques petites questions à te poser. On a appelé ça le QCM, les questions pro du MMA. Allez. Tu commences? Bah, allez. Allez, tu commences. Alors on te propose une parenthèse artistique. Allez. Petit A, comédien dans un remake de la 7e compagnie. Ah putain, alors là. Alors là. Ah ouais. Allez, attends. Petit B, mannequin, mais que de dos. Ou petit C, rappeur avec les red glasses. Vous avez tous un verre rouge. Ah, c'est pas mal ça. Alors ça, c'est mes 3 frères, Michel, Simon et Willy. Et du coup, je les choisis. Moi, j'ai la famille, eux, ça fait partie de ma famille. C'est la garde rapprochée, c'est le sang, comme on dit. Je dirais rappeur avec les red glasses. Même si on perd tout notre argent, on fait un flop total, je passerais tout mon temps avec eux si je pouvais. Ok. Allez, deuxième question. En tant que combattant, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Petit A, d'avoir gagné un trophée plus grand que toi. Voilà. Ah, vous êtes des tueurs. Allez, je te vanne sur la taille. Bon, je devrais pas parce que... Ah, tu peux. Petit B, d'avoir des partenaires d'entraînement unijambistes. Petit C, de savoir compter sur tes doigts. On sait que c'est rare quand on a un combattant, mais voilà, 2 plus 2. Ouais, 4. Ouais, magnifique. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ah, c'est ce trophée avec Flavio Peroba. Je mets un high kick dans le premier round contre un Polonais, je crois. Ouais. Le mec, c'était un mafieux. L'organisateur, c'était un mafieux qui organisait un événement en Pologne. J'arrive dans la chambre, il nous a payé avec des talbins comme ça, avec la machine. Et puis, Énorme. Non, c'est ce trophée avec Flavio, c'était incroyable. D'accord. Tu n'es pas très photogénique, mais qui est pire que toi? Petit A, Freddy Lépine et son regard perdu. Petit B, Mehdi Othman et sa grimace. Ou petit C, Hatch et son sourire sadique. Oh là là, je vais mettre des dents à dos. Allez, je vais te mettre Mehdi Othman. Comme ça, Allez. les anciens, je dis rien. Mehdi Othman. Quatrième question. Une idée de reconversion, Johnny. Petit A, dresseur de chiens. Oh, ma fille. Ça, c'est l'amour de ma vie, Fiona. D'accord, Fiona. Elle est morte et tout. Paix à son âme, on va dire. Moi, c'est mon bébé. OK. Petit B, tireur d'élite. Bon, la même photo, mais finalement, ça marche aussi. Petit C, tueur en série. Oh, allez, éleveur de chiens, j'adore. J'aime tellement mes chiens comme mes enfants. Donc, voilà. Magnifique. Quelle est la chose qui fait le plus peur? Petit A, ton déguisement du Joker avec une légère calvitie. Salaud. Petit B, C'est génial. les gros pieds de ton pote. Eric. Ou petit C, la chemise d'Amin Ayoub. Voire sa veste. Ouais. Les déguisements quand même, c'est ma femme qui me l'avait fait, on avait bien chié dans la colle quand même là. Non, il est bien fait. Oui, il est bien Il est fait. bien fait. Ça va, franchement, il est bien fait. Ça t'arrive souvent de te déguiser dans la Non, vie privée jamais. dans- Non, c'était au début de notre relation, fallait faire bien. Ah, Ah fait- oui, ouais, voilà, allez, faire bonne figure. Allez, bien oui, fait. Ouais. j'adore. Allez faire bonne figure. T'aurais pu en parler dans ton Que du Love, mais t'as pas choisi Mais ce non. sujet cette Mais non. semaine. On va t'écouter tout de suite dans cette magnifique séquence, le Que du Love de Seb, c'est parti. Eh bien, le Que du Love, cette semaine, j'étais dans cette très belle ville de Grenoble, qui est magnifique. Oui, Voilà, bon, mais il y avait un très bel événement organisé par Azzedine Miaoui et la team Miaoui, d'ailleurs, le Kingdom, 3e édition. C'est la première fois que je bossais avec eux. Il y avait déjà eu 2 éditions du Kingdom qui avaient eu lieu également à Grenoble. Là, ils ont mis les petits plats dans les grands. On était au summum de Grenoble, une très très grosse arena. Et un super événement très très bien organisé. Et Azzedine, ce que j'aime bien, c'est qu'il a plein d'idées.
qui va mettre en place pour le prochain Kingdom qui se déroulera au mois de février. Il y avait donc combat amateur et combat professionnel. Donc on était 2 speakers. Il y en a un qui a fait la partie amateur et moi j'ai fait la partie pro. Et voilà, c'était vraiment un événement que je voulais mettre en avant parce qu'Asdin met tout son cœur. Il a organisé ça avec sa femme. C'était vraiment super. Et j'ai hâte de voir l'édition 4. Je serai également le speaker là-bas. Des combats très engagés, des KO, du spectacle. Bref, encore un événement que j'ai adoré. Et puis le deuxième que du love, on ne peut pas passer à côté de ça. On a déjà parlé 16 la semaine secondes. dernière. Maintenant, 16 secondes. Voilà, Incroyable. BSD qui gagne en 16 secondes. Moi, c'est pour vous dire, hein, j'étais avec 6 potes. Les 6 m'ont dit BSD perd au premier round. Ah ouais. Et je leur ai dit, les gars, moi je voyais Benoît gagner, pas comme ça par KO, mais je voyais Benoît gagner. Je n'avais pas donné l'issue parce que je ne savais pas. Mais en tout cas, il a fait fermer beaucoup de bouches. Ouais. Parce que même si on dit que Benoît, c'est le porte-drapeau, c'est l'étendard, il représente le MMA français, qu'est-ce qu'il y a comme détracteur à chaque fois qu'il va combattre? J'ai l'impression que Ça, personne n'est c'est derrière très- lui. Oui. Ouais. Je dis, merde, putain, on a Benoît, et là, je suis tellement content. Donc 16 secondes, bravo Benoît. Et puis, je crois qu'il fait un bon, je crois qu'il passe dans le top 10 en plus. Ouais. si je dis pas de bêtises. Ouais, Dans le 12. top- Ouais. huitième, Ça, ouais. huitième. 8e, bah, voilà. Ah bah. Donc, Ah bah, il voilà. a marqué des esprits. Hein. Ah ouais, bah voilà. Donc c'était mon que du love, mais que du love, les deux. Le Kingdom Fighting et la victoire de Benoît. Eh, magnifique. Et je sais qu'il y a un truc que t'aimes tout particulièrement dans cette émission. C'est la fin de l'émission. Oui, J'adore. pourquoi? Bah, parce que je me fais un peu casser la gueule quand même. Bon, on va voir. Johnny, 42 ans. Bon, peut-être qu'il a plus le physique qu'il avait à l'époque. Tu vois, ça va le motiver. T'aurais peut-être pas dû dire ça. c'est ce que je fais. Tu vois, là, je suis en train de Attention. pour passer un bon moment. Allez, c'est parti, c'est la bagarre. Ou un gant, ou alors tu mets La bagarre. un genou, un middle, ce que tu veux. Non, vas-y. Ouais, allez. Dans là. Ouais, il a l'air chaud. là, là. Il a l'air chaud. C'est là ou là? Là, viens. C'est là, Je vais c'est là, pousser viens là. Donc, hop. Ouais, tu vois, au début de l'émission, première saison, j'étais un peu stressé sur cette séquence. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que je vais manger? Maintenant, c'est la routine. J'arrive, je me lève, on me met le plastron, j'encaisse. Et puis, Gant ou Non, non? non, je vais lui enlever une. Toi, tu vas, non? Oh, t'as envoyé un pétard, là. Il y a rien. Non, hein? Non, rien. Non, il y a rien. Ok, j'ai cru qu'il avait dit, je vais t'en enlever une. Dedans, ouais. Attends, tu fais quoi là? Non, rien, une surprise. Ah, Vas-y, mais parce que respire, oui. respire. Faut- Respire, Attends, mon attends, pote. toi. c'est bon là, les gars? Non, T'es toi, ok? mets-toi de profil un petit peu. Voilà, Attends, ça. c'est bon. Ok. T'es prêt? Puissant en plus. Allez. Thailand, toi. Encore? Bah, si tu veux. Ah, c'est bon. Encore un? Non. Attends. Ou alors, attends, je récupère un peu si tu veux, mais. Un autre. Ah, même avec le plastron, Allez, ça. allez, En fait, le plastron, en vrai, ça encaisse, mais là, C'est ça. la boxe, mais pas la boxe maintenant. Oui, mais moi, j'en fais juste avec un sac de frappe. J'ai pas d'adversaire, tu vois. Mets-toi un tout petit peu comme ça pour élève un peu. Voilà. Ah, c'est bon. Allez, c'est bon. J'aime bien le. Allez, c'est bon. Allez, on arrête. Eh ouais, il y en a encore. Hein. C'est Ah, pas je mal. Hein. m'entraîne encore un Il y a petit de bon peu. reste, il y a de bon reste. Vieux. Il y a de bon reste. Oh, tout décalé. Ça va. Oui, parce mais que parce que Freddy tu- Lépine dans le face-à-face, dans le face-off, Crew Freddy, qui a été champion de France de Mouet à l'époque. hein, Ouais, c'est ça était il champion de France. entraînait beaucoup de Et champions. puis ouais, c'est un personnage. Ouais. Et il a 72, Freddy. C'est ça. Et on est en Corse, c'était pour la Corsican Fight Night, c'était avant le Covid. Et on a fait un concours de traction. Il est imbattable. Mais rappelle-toi, moi, le concours de pompe là qu'on a fait. Ah oui, mais la pompe encore. Attends. Pompe, tout le monde peut faire des pompes. Mais les vraies tractions, t'as beaucoup de mythos, tu sais, les mecs qui c'est font vrai. ça. Lui, c'est bras tendu, tac, et t'es droit, hein. T'as pas le corps. Ah, mais il non, est non. champion du monde senior. Ah Hein. ouais. Non, très Ah oui, très non, haut mais niveau. c'est un- Traction stricte. tu Voilà, vois. c'est ça. Tendu, tête au-dessus et tout. Ouais, il est. C'est un truc de fou. Il est Ils nous ont incroyable. tous mis à l'amende. Tous. Ah ouais, c'est. Ouais, mais on va s'entraîner, hein. Écoute, on a un peu de Moi, temps. ça va, je suis entraîné maintenant. Oui. Non, maintenant, Oui, j'enchaîne. si. Non, mais c'est vrai que vous êtes bien conservés tous les deux. Vous êtes bien conservés. Et on va te remercier, Johnny, pour cette Ah, émission. merci, c'était top. C'est passé super vite. C'était Ouais, ouais, un c'était régal. génial, merci beaucoup. On a fait reste combien, Un là beau moment. 1h20 quasiment. Ah ouais. Ah, Ouais. dingue. On Ok. pourra enchaîner, on pourrait Ouais, parler avec on toi pourra pendant encore des heures et des parler, heures. oui, oui. Mais t'es le bienvenu quand tu veux, par contre. Hein. Tu reviens quand tu veux dans ce canapé. Ouais. Voilà. Merci, Seb. Eh ben, merci à toi. Et puis, jeudi prochain, on a Bafodé Gassama. Exactement. Voilà. combattant. Bafodé, ouais, très bon combattant du MMA Factory. Poids lourd, hein, donc voilà, on a hâte. Ouais, on va encore se régaler. Bah oui. Et moi, je vais remercier toute l'équipe technique en régie pour le travail, évidemment. Julien Perronnet à l'édition, Paul Lebret au son, Enzo Morello au cadre, Gabriel Doriez à la réal, et puis Sandrine David au maquillage. Merci à toutes et à tous. Alors, Ça fait du monde, j'ai oublié personne. Le son, on peut pas dire qu'il était très performant aujourd'hui, tu vois. Si, on le remercie, Merci, Paul Sandrine. Lebret, évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de MMA Chill and Fight. Salut tout le monde, passez une bonne soirée.
C'est l'esprit du Muay Thai.